La Lune. Vous la connaissez tous, mais finalement, est-ce que vous savez tout d'elle? Non, elle ne sera jamais bleue. Elle ne sera jamais rose non plus. Et elle n'est également pas plate. Dans cet épisode, nous allons en apprendre un peu plus sur le seul et unique compagnon de voyage de la Terre à travers l'espace et l'univers. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et à peu près 40 millions d'années après la formation du système solaire. Oui, ça fait un bail, et tout ce que nous allons aborder à ce sujet est théorique, car vous vous doutez bien qu'à l'époque, Facebook, Twitter et BFM TV n'existaient pas encore. Durant cette période, le système solaire était encore un véritable champ de mine, les collisions étaient fréquentes, c'est d'ailleurs ce qui se serait passé pour la formation de la Lune. Une protoplanète, à peu près aussi grande que Mars et surnommée Theia, se serait approchée un peu trop près de la prototerre et le résultat fut explosif. Après ce magnifique feu d'artifice, un disque d'accrétion s'est formé autour de notre petite planète bleue par effet de gravité, mélangeant les roches des deux protoplanètes. Et vous savez quoi? La Terre était rouge à cette époque. Arrête tes conneries! Eh si, enfin une information sensationnelle à se mettre sous la dent. Ce serait donc comme ça que se serait formé notre petit satellite, et c'est même l'hypothèse la plus probable, car la composition chimique des roches lunaires que les missions Apollo ont ramenées sur Terre montre une similitude importante. Personne n'est allé sur la Lune. Mais bordel, t'es qui toi? Ton subconscient, man, la partie de toi que tu rejettes en bloc. N'importe quoi. Le dioxyde de silicium, le dioxyde de titane, l'alumine ou encore d'autres composés chimiques comme l'oxyde de magnésium montrent des similitudes assez marquantes. En gros, si je ramasse un caillou par terre, c'est comme si je ramassais un morceau de la Lune. Ouais, et si tu crois pouvoir vendre à 50 balles ton caillou, rêve pas trop, hein. Il y a quelques petites différences quand même, qui se verront. Trop naze. D'autres théories sont possibles, comme celle de la fission, de la création simultanée ou la théorie de la capture. Mais comme expliqué il y a quelques secondes, celle de la collision semble la plus probable. Elle est classée 5e plus gros satellite de notre système solaire, avec par ordre de taille Ganymède pour Jupiter et ses 5268 km de diamètre, Titan pour Saturne avec 5150 km, Callisto encore pour Jupiter avec 4816 km, et pour finir, Io avec ses 3636 km qui est également un satellite de Jupiter. Arrive enfin la Lune avec un diamètre de 3474 km, ce qui la rend même plus grande que Pluton, la petite planète naine du fin fond de notre système solaire, et ses 2376 km de diamètre. La Lune a une orbite elliptique autour de la Terre, ce qui veut dire qu'elle ne dessine pas un cercle parfait, mais plutôt une ellipse. Quand elle est à son apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, la distance qui nous sépare est de 406 300 km, et quand elle est au plus proche de nous, à son périgée, elle se situe à une distance de 356 700 km, soit presque 50 000 km de différence. C'est au moment du périgée qu'on a cette fameuse superlune. Ah. Bon, t'excites pas trop, parce qu'à l'œil nu, la différence n'est pas flagrante. Par contre, pour les photographes, la différence est assez visible. Sa période de révolution est de 27,3 jours. Elle fera donc un tour complet de la Terre durant cette période, ce qui veut donc dire qu'il pourrait y avoir 2 pleines lunes durant le même mois. La fameuse Lune bleue. Tout à fait, cette dénomination est utilisée pour dire que c'est tout simplement la 2e pleine lune du mois en cours, et ce n'est pas pour autant qu'elle sera de la couleur bleue. Mais si vous l'avez observé de cette couleur, je vous conseille fortement de consulter un ophtalmo parce que franchement ça craint. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà. La super lune bleue est donc la 2e pleine lune du mois à son périgée. Et surtout, vous venez pas me casser les couilles avec la lune rouge, bleue, violette de sang des fraises. Je pense que nous allons éviter ce sujet épineux. La Lune a une rotation synchrone, ce qui veut dire qu'elle tourne autour de son axe à la même vitesse que sa révolution autour de la Terre. Et c'est pourquoi nous observons toujours la même face de notre satellite. Bon, franchement, c'est pas plus mal, car la partie visible depuis la Terre est très certainement la plus belle, avec ses cratères et ses différentes mers. Ce phénomène de rotation synchrone est tout simplement lié aux effets de marée entre la Terre et la Lune au fil du temps. On parle alors de verrouillage gravitationnel ou verrouillage par effet de marée. Il y a un autre mouvement de la Lune un peu moins connu du grand public qu'on appelle la libration.
Ce mouvement est une oscillation de la Lune sur ses axes, ce qui nous permet d'observer non pas 50% de la surface de la Lune depuis la Terre, mais 59%. Genre, ça change quelque chose. Bah, pas grand-chose, nous sommes d'accord, mais ça vaut le coup de le préciser quand même. Il y a aussi une chose assez intéressante à savoir au sujet de l'orbite lunaire. Elle est progressivement en train de s'éloigner de la Terre de 3,2 cm par an. Bon, ok, à l'échelle des distances qui nous séparent déjà d'elle, c'est que dalle, mais ça veut également dire que d'ici quelques millions d'années, il n'y aura plus d'éclipse totale. Mais qu'est-ce que ça représente réellement à notre échelle et quelles seront les conséquences? Nous allons faire un calcul tout simple pour imaginer les effets de l'éloignement de la Lune. Prenez une éclipse totale du Soleil. À ce même moment, la Lune est au périgée, et elle est donc au plus proche de nous, et le Soleil est totalement éclipsé par la Lune. Si celle-ci s'éloigne de 3,2 cm par an, pendant combien de temps encore les éclipses totales seront-elles visibles depuis la Terre? Allez, juste pour vous, je vais faire le calcul de tête. Mais tu peux pas t'empêcher de penser à des obscénités, espèce de pervers. Non, plus sérieusement, 1 km équivaut à 100 000 cm. Si la différence entre le périgée pour une éclipse totale et l'apogée pour une éclipse annulaire est de 50 000 km, soit 5 milliards de centimètres, il faudra à peu près 1,562 milliard d'années pour assister à la fin des éclipses totales. En gros, je ne serai plus très frais pour marquer l'événement. Tu ne l'es déjà plus, rassure-toi. Un autre phénomène marquera l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre, le ralentissement de la rotation terrestre. D'ici 3 millions d'années, une journée sur Terre ne durera plus 24 heures, mais 24 heures et 1 minute. Ouais, pas de quoi se tapoter le cul par terre, on est d'accord. Ce phénomène est lié aux effets de marée de la Terre sur la Lune et le ralentissement est également lié aux effets de marée de la Lune sur la Terre. Les premières traces de l'observation de la Lune par les hommes datent de la dernière période de la préhistoire durant le néolithique, entre 5800 ans et 2800 ans avant notre ère. Des sculptures datant d'au moins 4800 ans ont été révélées sur un site archéologique en Irlande, à Knowth, dans le comté de Meath, et plus précisément dans une tombe à couloir du néolithique. Cette tombe à couloir a une exposition est-ouest, ce qui laisse penser que les équinoxes avaient une grande importance sur ce site funéraire. Sur les murs, des gravures représentant les différentes phases lunaires ainsi que le positionnement des mers présentes sur la Lune ont été identifiées en 1980 par Martin Brennan. Perso, j'avais même pas fait le rapprochement avec la Lune, et le gars doit être l'ancien champion du monde du Pictionary. La vache, t'es un comique, toi. Bah ouais. La première vraie trace écrite concernant la Lune date de 1223 avant Jésus-Christ. Une tablette d'argile retrouvée dans l'ancienne cité d'Ougarit en Syrie décrivant une éclipse solaire. Les Babyloniens, très portés sur l'astronomie, sont les premiers à retenir un registre d'éclipses au 8e siècle avant Jésus-Christ. En ce qui concerne les premières vraies observations avec un instrument, c'est sans grande surprise Galilée qui, grâce à sa lunette, a pu la dessiner avec une grande précision. Petit big up au passage à toutes les personnes pratiquant le dessin astro, car ce sont les pionniers de la discipline. Je ne m'attarderai pas sur Galilée, mais si vous souhaitez avoir des informations plus complètes à son sujet, je vous recommande la super vidéo de l'ami Yann qui vous en parlera avec une finesse extrême et un talent d'orateur hors pair. En gros, vos tapants risquent de saigner. Mais c'est pour la bonne cause, et l'affiche est juste au-dessus de moi et dans la description. Nous allons maintenant faire un petit tour cartographique de notre cher ami. Comme tout le monde le sait, il y a sur la Lune des cratères et des mers. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'impacts de météorites ou autres objets stellaires sur sa surface. Mais pourquoi est-elle aussi marquée? Il faut savoir que l'atmosphère de la Lune est quasi inexistante et un simple caillou de 15 cm de diamètre par exemple peut provoquer des cratères de plus de 10 mètres de diamètre. Autre petite information sympathique, la masse de la Lune augmente d'environ 2,5 tonnes par jour. Vous vous dites que c'est énorme? Bah, pas tant que ça finalement. Il faut savoir que la Terre s'alourdit également mais pas de 2,5 tonnes chaque jour. Les retombées de poussière et autres étoiles filantes que vous pouvez observer alourdissent la Terre d'à peu près 100 tonnes par jour. La Lune reste donc un grain de sable dans le système solaire. Et pour les étoiles filantes, on vous ment. Car j'ai beau faire des vœux, ben ça marche pas. Vous vous posez sûrement la question de savoir ce que sont réellement les mers. Ce sont des zones très riches en roches basaltiques, donc moins réfléchissantes que les plateaux.
Ce sont également des zones beaucoup plus jeunes de la Lune, et c'est d'ailleurs pour ça que ces mers sont pauvres en cratères. Et c'est dans ce secteur que se sont posées les différentes missions Apollo. Ouais, vous savez, les Gugus qui sont pas allés sur la Lune, mais plutôt dans un studio hollywoodien. Ouais, les missions Apollo 11, 12, 14, 15 et 16 et 17 se sont posées dans des zones proches des mers car beaucoup plus faciles d'accès. Ouais, et tout le monde connaît le fameux Houston, on a un problème d'Apollo 13. Oui, on la connaît. En parlant de l'homme sur la Lune, il y a une petite chose assez intéressante à savoir. La gravité est 6 fois moins importante que sur Terre. Je vais vous donner un petit exemple. Par contre, juste pour information, je vais divulguer des données hautement personnelles sur la toile, donc merci de garder ça pour vous. Je suis quand même quelqu'un d'extrêmement réservé à ce T'inquiète, c'est pas sujet. toi qui feras la couverture de Closer. Non, mais quand même, quoi, je veux dire, c'est privé. Loser, loser, loser! Le premier magazine qui ne sert à rien. Dans ce numéro, l'incroyable Astronicos se met à nu pour nous et nous dévoile tout de lui. Loser, loser, loser! Dossier incroyable, non, le steak de cheval ne fera pas de vous un étalon. Lose, 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 loser! Le magazine à ne pas manquer dans vos kiosques. Avec Loser, soyez le premier au courant de l'actualité qui ne sert à que dalle, loser! Actuellement chez votre marchand de journaux. Sur Terre, l'intensité de pesanteur est de 9,81 mètres secondes carrés. En gros, le coefficient de gravité. Sur la Lune, cette valeur est de 1,62, soit presque 6 fois moins importante. Beaucoup de monde utilise les kilogrammes pour le poids, mais il s'avère que c'est une erreur. Le poids s'exprime en newtons. Mais c'est vrai que pendant le repas de famille, quand ta belle-mère te dit que tu as maigri, tu vas pas lui sortir « Ouais, mon poids est passé sous les 600 newtons ». De une, tu vas vraiment avoir l'air d'un con. Et en plus, tu vas avoir encore l'air plus ringard que la nuisette de belle-maman. Connaisseur. Non, mais c'est une image, quoi. Ouais, c'est ça, pas à moi. Dans la réalité, le poids s'exprime en newtons et la masse en kilos. Ma masse sur Terre est de 75 kg. Sur la Lune, ma masse serait donc de 12,38 kg. Toujours au sujet de l'homme sur la Lune, les Américains ont certes été les premiers à poser le pied. Mais les soviétiques peuvent être fiers d'avoir été les premiers à photographier la face cachée de la Lune en 1959. C'est la sonde Luna 3 qui a été lancée le 4 octobre 1959 qui a réalisé cette prouesse 18 jours après son lancement. Bon, ce ne sont pas des images full HD, mais il y a un début à tout et il ne faut pas oublier une chose importante. Les premières images de Pluton étaient limitées à 4 pixels. Voilà le résultat maintenant. Bon, je pense que j'en ai déjà dit pas mal au sujet de la Lune, mais sachez qu'il y a de nombreuses missions en cours de préparation de la NASA, de l'ESA, SpaceX, etc., etc. Un exemple concret, la mission Artemis de la NASA qui devra à terme envoyer l'homme sur la Lune. Bon, ne soyez pas pressés de voir partir cette mission car le retard accumulé est important, mais techniquement, la phase 1 d'Artemis est censée partir avant la fin d'année grâce au tout nouveau super lanceur SLS. C'est clair que tu as raconté un sacré ramassis de conneries pendant cette vidéo. Non, c'est faux, j'ai vraiment bossé mon sujet. On pourrait en dire encore beaucoup sur la Lune, comme citer les noms des différents cratères et les noms des mers, mais les cartes lunaires sont suffisamment précises et complètes. Il en existe un grand nombre sur la toile et n'hésitez pas à en télécharger une si vous souhaitez en savoir davantage. Je vous mets en lien en description pour en trouver une bien complète. Sur ces derniers mots, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu qui va bien. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Non, ne vous abonnez pas, il est à Yesh le bonhomme. Mais tu vas arrêter de me les briser, sérieux ?